Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio JM. Je vous rappelle que cette émission, Agir pour le climat ici et maintenant, vise à mettre en lumière les initiatives locales pour la transition écologique. Si vous avez écouté les informations de lundi dernier, par exemple, vous avez dû entendre ceci. Maisons fissurées à cause de la sécheresse, de l'eau marron au robinet à cause des inondations. À qui la faute? Des citoyens attaquent l'État français en justice pour le forcer à agir davantage contre le changement climatique. Celui-ci est engagé et nous apporte son lot de catastrophes. Mais heureusement, même si l'État n'agit pas à la hauteur des nécessités, des citoyens agissent et créent des solutions possibles. C'est ce que nous allons encore vous montrer ce matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Morel pour ses solutions et ses actions concrètes en faveur individuelle et collective, en lien avec les limites planétaires, dont le changement climatique, l'émission de gaz à effet de serre et ainsi protéger le climat. Fanny, voici les questions que je pose habituellement à mes invités pour répondre à ta question. Fanny, qui es-tu? Pourquoi et comment est né ton projet ou tes projets? Quels sont tes grands axes d'action? Et puis, tu nous exemples. Je laisse la parole. Merci, Sam. Bonjour à tout le monde. Et je suis marseillaise de cœur depuis plus de 25 ans. J'ai deux grands-enfants qui ont 22 et 24 ans et je nage en mer toute l'année. Je suis reliée au vivant dans cette belle ville de Marseille. Par ailleurs, professionnellement, je suis facilitatrice en intelligence collective, je suis coach et formatrice et j'accompagne tout ce qui est transition, comme tu le disais, humaine et organisationnelle. Et voilà, plus spécifiquement, je suis tisseuse de liens entre la Terre et les humains et les entreprises. Donc ça fait 25 ans que j'œuvre pour un habitat digne et durable. J'étais sociologue à l'origine et je travaillais pour la ville de Marseille, dans la région PACA et en Corse, pour requalifier tous les quartiers d'habitat dégradés, donc les centres anciens ou les quartiers d'habitat social. Et puis en 2019, j'ai eu ma claque environnementale en Polynésie. Et là, j'ai pris conscience en fait que c'était à l'échelle de la planète qu'il fallait agir parce que finalement le vaisseau Terre, qui est celui qui nous héberge, était en danger, qu'on passait notre temps à le dégrader et qu'il fallait agir à une échelle plus grande. Donc aujourd'hui, j'accompagne vraiment sur des transitions écologiques pour un habitat digne et durable pour toutes les espèces vivantes, dont la nôtre, et pour les générations futures. C'est quoi cette claque environnementale qui t'a fait agir d'une autre façon alors ? En fait, petite, j'habitais en Polynésie et 40 ans plus tard, j'ai eu envie d'y retourner, de me reconnecter à ce que j'ai vécu là-bas et d'y emmener mes enfants, de leur faire découvrir cet univers. Et à l'occasion d'une croisière, en fait, je rejoignais la passe nord de Fakarava et c'était le point ultime de mon voyage, d'aller plonger avec 700 requins dans la nuit comme Balesta, c'était mon rêve. Et donc j'avais pris l'avion depuis Papeete, j'étais sur un voilier en croisière, on avait 24 heures de navigation pour rejoindre cette passe. Et puis un matin, je nage tranquillement au milieu de cette myriade de petits poissons de toutes les couleurs qui prenaient leur petit déjeuner. J'ai dû passer au moins 1 heure dans l'eau à contempler les patates de corail et ainsi de suite. On prend le petit déj et puis on se dit qu'on va traverser l'île qui doit faire à peu près l'atoll qui fait 500 mètres de large à travers une cocoterie. Et là, on arrive côté Pacifique, côté large. Et je vois des Legos échoués et tout un tas de déchets. Et en fait, ça m'a complètement scotché parce que je me suis dit que cet atoll de Fakarava, c'est rien, c'est un grain de sable au milieu de l'océan Pacifique. Et que s'il y avait là des Legos échoués, c'est qu'en fait, le Pacifique était devenu une grande poubelle, en fait. Mmh. Ça m'a paru tellement improbable que voilà, j'ai même pas pris de photos tellement j'étais choquée. Et je suis revenue, je suis rentrée en avion et j'ai plus jamais repris l'avion et je me suis engagée dans la transition écologique à partir de ce moment-là. D'accord.
Tu peux nous en dire plus sur tes actions? Donc, tu parlais des leaders que tu formes, enfin des entreprises que tu accompagnes. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs actions, plusieurs leviers. D'abord, celui de la sensibilisation. L'idée, c'est de prendre conscience en fait de la situation dans laquelle on est, de l'urgence à agir. C'est souvent ce qui frappe le plus dans les accompagnements. D'abord, sensibiliser par des ateliers qui peuvent être des ateliers 2030 glorieuse, de la forêt des possibles, une marche du temps profond. J'anime aussi la fresque de l'économie régénératrice. Vraiment, l'idée, c'est de se connecter au cœur, de se connecter à ce que ça nous fait vivre, de prendre conscience de ces enjeux environnementaux, dont les enjeux climatiques. Dans le cadre des limites planétaires, aujourd'hui, il y en a 9 et il y en a 6 qui sont dépassés, et les enjeux climatiques en font partie. Donc, le premier levier, c'est celui de la sensibilisation. Le deuxième, c'est de renforcer tout ce qui est dynamique collective, de vraiment favoriser l'émergence de l'intelligence collective, parce qu'un des principes du vivant, c'est de se dire que, en fait, c'est le tout est supérieur à la somme des parties. 1 + 1 est supérieur à 2. Donc, le fait d'être ensemble, on va arriver à faire des choses plus grandes. Et vu l'urgence à agir, voilà, faisons corps ensemble pour faire face et trouver des solutions innovantes et nous adapter. Le troisième, c'est de former des leaders et les managers à tout ce qui est régénératif, à la fois la régénération de l'humain dans l'entreprise et la régénération de l'environnement. Tu parlais tout à l'heure des citoyens, tu parlais de l'État qui va peut-être pas assez vite. À travers la Convention des entreprises pour le climat, dont je vous parlerai tout à l'heure, on parle du triangle de l'inaction. En fait, chacun peut se renvoyer la balle, les citoyens à l'État, l'État aux entreprises, les entreprises aux citoyens. En fait, l'idée, c'est de dire qu'on est tous acteurs et qu'on a chacun notre part à faire. Voilà. Et du coup, je forme dans les écoles de commerce ou dans les entreprises un management qui est plus responsable et plus régénératif pour prendre soin aussi des humains, et que s'ils prennent soin d'eux, ils sachent prendre soin de plus grands. Voilà. Et de l'environnement. Tu parles de chacun sa part à faire. J'aime bien rappeler le conte du colibri, qui aimait aussi rappeler Pierre Rabhi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le colibri, il y a un incendie dans la forêt, puis les animaux s'enfuient, et on voit le colibri qui part, qui va dans un lac, qui va récupérer de l'eau et qui vient, qui rejette. Et les animaux lui disent: mais non, mais tu crois que tu vas avec ton petit bec, là, tu vas éteindre le feu? Il dit: écoutez, je l'éteindrai peut-être pas, mais au moins je fais ma part. Et du coup, suivant son exemple, les autres animaux vont chercher de l'eau et tous ensemble, ils éteignent le feu. Voilà. Donc, tu soulignes là effectivement que comment ensemble on peut y arriver, alors que seul finalement sont des gouttes d'eau. Exactement. Et une autre maxime que le collectif aime bien utiliser, c'est: seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Est-ce que tu peux nous parler donc des initiatives qui ont vu le jour dans ces actions? Enfin, tu as déjà dit pas mal de choses, mais il y a sans doute des choses que tu peux rajouter. Tu as parlé, non, tu n'en as peut-être pas parlé, mais tu m'en avais parlé avant. Qu'est-ce que c'est que le Learning Expedition? Les Learning Expedition, oui, ça c'est la 4e corde à mon arc en fait qui est assez récente. J'ai pris conscience à travers mes différentes expériences que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire. La question, c'est comment faire, puisque finalement, c'est pas leur formation de se dire comment moi je peux contribuer à restaurer les cycles du vivant. C'est ça la régénération, c'est restaurer les cycles de l'eau, du phosphore, de l'azote. Comment je peux y contribuer à travers l'activité de mon entreprise. Et il se trouve que je suis aussi permacultrice, donc j'ai un pied dans le monde, dans le monde de la... à beaucoup de domaines, oui. Voilà, c'est finalement mon fil rouge, c'est celui-là, c'est de faire le lien entre le monde de l'entreprise, qui a des moyens, qui peut être efficace, qui peut aller vite, et le monde des permaculteurs quelque part, et qui sont au quotidien, les mains dans la terre, les pieds dans l'eau, et qui œuvrent au quotidien à restaurer ces cycles, et qui savent comment ça marche, en fait, qui connaissent les lois du vivant, et de connecter ces deux mondes. Et donc, une Learning Expedition, ça peut être une journée à 2 jours et demi, sur place, sur le terrain, à rencontrer ces personnes qui œuvrent au quotidien sur la régénération, donc à comprendre et à échanger avec eux. Ensuite, l'idée, c'est de faire intervenir un expert qui a de la connaissance et qui permet de prendre du recul. Voilà, donc d'acquérir des connaissances. Et la dernière étape, c'est un atelier en commun pour, à partir de tous ces enseignements, comment nous, on peut le traduire en action concrète. Finalement, ça permet de se reconnecter à son pouvoir d'agir. Et moi, je suis persuadée qu'à partir où on a le cœur qui est touché, parce qu'on sait que c'est pour ces enfants qu'on fait ça, en tout cas c'est pour les miens que je le fais, et qu'on sait comment faire, l'élan naturel humain est d'aller faire. Voilà, donc c'est créer cette passerelle et cette connexion. Donc tu veux dire que les chefs d'entreprise ou des salariés rencontrent des permaculteurs, voient comment ils travaillent, qui leur expliquent comment le lien se fait dans la terre, entre, on va dire, la terre et le vivant. Oui. Et à partir de là, ils peuvent mettre ça dans leur propre expérience, dans leur entreprise,
et agir. Ouais, je D'accord, peux ça te serait donner un intéressant exemple ouais. voilà, assez concret. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrologie régénérative et d'ailleurs, on s'est Mhm. rencontrés le 22 Exactement, mars c'est vrai. à cette journée de l'eau organisée par la ville de Marseille. Mhm. Et l'hydrologie régénérative, c'est quoi? C'est comment on accompagne le vivant à restaurer les cycles de l'eau parce que nous-mêmes, on a contribué à les détériorer. On voit notre belle ville de Marseille qui est complètement minérale, bitumée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'eau qui tombe du ciel pour retourner à la mer, en fait, elle n'a pas d'autre choix que de passer par des canalisations. Donc, elle nourrit plus de plantes, elle passe pas du temps dans le Terre, sol. quoi, ouais. Voilà, il n'y a plus d'arbres qui accueillent de la biodiversité, il n'y a plus l'évapotranspiration, le fameux cycle de l'eau verte dont parlait Charlène, qui permet que l'eau circule sur Terre et crée nos îlots de fraîcheur et nous hydrate et ainsi de suite. Donc en fait, on a complètement détruit à l'échelle d'une ville, par exemple, détruit ce système. Et en comprenant ce qu'est l'hydrologie régénérative, ce que sont les cycles de l'eau bleue, de l'eau verte et de l'eau grise, on peut contribuer à les restaurer. Et par exemple, une entreprise peut, sur son foncier, casser une partie de son bitume, garder une partie des parkings et en casser une partie, ce qui va permettre de retrouver l'accès à la terre, au sol, à la matière, ce qui va permettre à l'eau, quand il va pleuvoir, de s'écouler dans le sol, ce qui va permettre de planter des arbres. Et du coup, quand on pense aux limites planétaires, on va travailler sur la biodiversité, on va travailler sur les gaz à effet de serre, on va travailler sur les cycles de l'eau verte, de l'azote, du phosphore. Enfin, c'est presque miraculeux. Donc je pense qu'un dirigeant, quand il a compris ça, s'il a envie de faire, il peut faire derrière. Mhm. Donc c'est pas seulement dans l'activité d'entreprise, c'est aussi dans son environnement proche, et tu parlais du parking par exemple, qui va agir, Voilà. qui peut d'accord. Tu m'as parlé aussi donc des PAMA, tu peux expliquer ce que sont les PAMA? Alors moi je connais les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais les PAMA je crois que c'est quelque chose qui est propre à Marseille. Est-ce que tu peux développer là-dessus, enfin expliquer ce que c'est et ce que tu fais là-dedans? Ouais, bah, les PAMA, ce sont les paniers marseillais, c'est la MAP, la grande AMAP d'accord. marseillaise avec plus de 1000 familles, 1100 familles qui sont nourries aujourd'hui par des agriculteurs qui se trouvent autour de Marseille, donc soit dans les Bouches-du-Rhône, soit dans le Vaucluse à proximité, à la fois des maraîchers qui viennent livrer des paniers tous les jours et à la fois d'autres producteurs, ça va être du vin, de la bière, des épices, du poisson, le poisson du Frioul par exemple, est distribué à travers... bio. Voilà, le poisson bio du Frioul, de l'aquaculture est distribué à travers les PAMA. Donc c'est une manière en fait de s'alimenter déjà sainement. Il y a un sujet de santé, quand soit on est en bonne santé, on va contribuer à ce que le monde soit en bonne santé et réciproquement. Donc c'est comment voilà, pour moi les PAMA ça contribue à ça. Quand je suis revenue de Polynésie, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de m'inscrire dans ces paniers marseillais pour retrouver une alimentation saine et pour soutenir un système, j'ai envie de dire, agricole, maraîcher et de production de notre alimentation qui soit sain, qui soit vertueux, qui soit local. Donc on réduit les trajets, voilà. Et puis quelque part j'aime bien cette idée qu'il y a une solidarité entre l'urbain et le rural à proximité. Moi je suis une urbaine aussi de cœur, j'aime la ville, je sais qu'en termes de foncier c'est un côté intéressant parce qu'on consomme moins de foncier puisqu'on est plus en densité. Et en même temps j'ai envie de bien m'alimenter et je sais que c'est pas dans Marseille qu'on va produire de quoi nourrir les Marseillais. Et j'aime bien vraiment cette connexion très proche entre ceux qui savent cultiver et qui le font à proximité et qui prennent soin de notre environnement à côté de Marseille, et puis nous, comment nous sommes nourris en ville. Pour pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, s'ils ne connaissent pas les AMAP ou les PAMA, donc les paniers marseillais, oui, c'est ça? D'accord, PAMA, panier marseillais. Donc c'est un contrat que prennent les consommateurs avec un agriculteur, normalement très proche de la ville, hein. Je ne sais plus jusqu'à quelle distance ça va, 100 le mien, 100 km. Thierry est à Salon de Provence, par exemple. D'accord, 150 km on va dire. Donc c'est un contrat qu'on prend sur une année. Et on va accepter donc ce qu'il produit et on va recevoir chaque semaine un panier donc de sa production. Voilà, effectivement, souvent c'est des bio, ils ne sont pas tous bio, mais en reconversion souvent vers le bio et donc souvent du bio. Donc effectivement, ça nous permet de nourrir sainement. Quelles sont les initiatives donc, qui ont vu le jour dans tes activités? Bon, tu as parlé pas mal de choses. Tu m'avais parlé aussi du CEC, de la Convention des entreprises pour le climat. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un mot aussi? La Convention des entreprises pour le climat, c'est un mouvement de dirigeants qui a émergé en 2021. L'idée, c'est de passer d'un modèle économique extractif, donc qui épuise la planète, à un modèle économique régénératif, donc qui prend soin
de tout ce dont on a besoin pour bien vivre sur cette planète, nous, espèces humaines, et les autres espèces et envahissantes, voilà. Et puis les autres espèces vivantes. Et l'idée, c'est de faire vivre à ces entreprises un parcours où elles prennent conscience effectivement de l'urgence à agir. Donc c'est un parcours de 6 sessions sur 10 mois en général. Et ensuite, comment on peut faire autrement. Et donc, on leur présente un autre champ des possibles qui est le modèle économique régénératif. Voilà. Et du coup, comment elles peuvent mettre leur activité au service de la régénération? Souvent, c'est compliqué parce que c'est pas du tout la nature de leur activité. Par contre, on sait que ça va... Donc déjà, l'objectif, c'est qu'au niveau de leur entreprise, elles diminuent leurs impacts. Et pour devenir régénératif, ce qui est l'étape suivante, l'idée, c'est qu'elles partent dans des projets coopératifs parce que c'est à plusieurs qu'on va arriver à finalement avoir globalement un impact positif sur le vivant et à inverser finalement cette spirale infernale dans laquelle on est aujourd'hui de destruction de nos écosystèmes. Et très concrètement, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est même sur la dégénération de notre espèce parce que par exemple l'espérance de vie à la naissance de ma fille c'était plus de 100 ans en 2003. Aujourd'hui, une petite fille qui naît, elle a une espérance de vie de 86 ans, donc ça veut quand même dire que les conditions de vie se détériorent sur Terre. On sait aussi qu'au niveau de la fertilité, la concentration des spermatozoïdes pour les hommes, elle a diminué de 50% en 50 ans, j'avais lu ça aussi, ce qui est énorme. On voit que le diabète, c'est quelque chose qui se développe, explose par rapport à nos conditions de vie. Et puis au niveau de la faune, il y a 73% des espèces qui commencent à disparaître, enfin qui disparaissent après le WWF. Donc on est vraiment dans un système où en fait on détériore complètement les conditions de vie. Et du coup, la question c'est comment est-ce qu'on inverse cette spirale infernale en fait, parce qu'après le climat potentiellement, les petits-enfants de nos petits-enfants vivront avec 3 degrés de plus en 2100. Donc on peut aussi comparer, nous, si en tant qu'individu, on vivait à 3 degrés de plus, à 40 degrés de température corporelle, comment est-ce qu'on se sentirait? Ça va être comment ils vont se sentir enfin, ça ne sera pas eux, ça sera la planète, mais par ricochet, ils vivront dans des conditions assez léthargiques, quelque part. Voilà. Et c'est comment on arrive à prendre conscience de tout ça et à faire que cette spirale infernale dans laquelle on est en train de s'engouffrer, on arrive à l'enrayer. Et l'idée, c'est que probablement qu'on n'arrivera plus à vivre comme on vit aujourd'hui. Par contre, c'est faire qu'il y ait quand même des conditions de vie qui soient acceptables demain. Tout à fait. Quand tu parles de la santé, ça m'envoie à ce que j'écoutais, ce que j'ai entendu ce matin à la radio. Là. Jusqu'à présent, les additifs qu'on rajoute dans les aliments sont étudiés les uns après les autres, on va dire, enfin chacun individuellement, et a priori, ils n'étaient pas nocifs. Mais on vient de montrer que plusieurs, ce qu'on appelle un cocktail d'additifs, peuvent être très dangereux pour notre santé. Et des chercheurs ont montré qu'ils avaient une influence effectivement sur le développement du diabète, développement de certains cancers, etc. Et du coup, ils espèrent que, alors je sais pas si ceux qui font les mesures de sécurité vont prendre en compte cette étude pour signaler aux producteurs, enfin à ceux qui nous créent nos aliments transformés, des dangers qu'ils représentent lorsqu'ils rajoutent autant d'additifs. Ouais. Quels sont les défis spécifiques à Marseille que tu vois? Donc, tu en as parlé, tu as dit que tu étais très amoureuse de cette ville, et donc tu agis pour cette ville, pour la voir se développer plus durablement. Donc, quels défis spécifiques tu aimerais développer justement pour cette ville? Tout à l'heure, je parlais du côté très minéral de la ville. C'est vrai que j'habite au centre-ville, c'est vrai que dès qu'on remonte la Canebière qui a été aménagée récemment, je parlais de la place Casquelane, du Vieux-Port, en fait c'est très très minéral et on a de plus en plus chaud et on sait que le soleil quand ça tape l'été, là c'est blanc, ça réverbère, enfin ça vraiment, l'idée pour moi ça serait vraiment que chacun, tous à nos échelles, particuliers comme collectivité, comme entreprise, comment est-ce qu'on pourrait revégétaliser au maximum, permettre à l'air de mieux circuler, tous ces immeubles qu'on construit le long de mer, et ça empêche l'air marin d'arriver et d'aérer et de ventiler la ville derrière. Donc comment à un moment, chacun à notre échelle, on peut repermettre effectivement à de la végétation de pousser, à l'eau de retourner à la terre et à recréer ces îlots de fraîcheur et une forme de qualité de vie avec le bon sens qu'avaient nos anciens quelque part. Voilà, et je prends l'exemple de la manière dont on a de fonctionner des fois un peu techno-solutionniste. On se dit, puisqu'il fait chaud, on va mettre des climatiseurs.
ou des fontaines, un peu de fraîcheur dans les bars en extérieur. Le problème, c'est que tout ça, il y a des machines qui tournent derrière, qui réchauffent par ailleurs, et du coup, ça continue à réchauffer l'atmosphère quelque part. Donc en fait, on s'enfonce encore plus dans un processus qui s'accélère de détérioration de nos conditions de vie. Et finalement, c'est comment on enraye ça, comment on devient plus raisonnable, comment on arrive à vivre avec. Donc, je vois du côté de Noailles ou du cours Lyoto, il y a de plus en plus du panier aussi, il y a de plus en plus de bacs à fleurs dans les rues. Voilà, et je trouve ça chouette. C'est une manière déjà de se reconnecter au vivant. Ça améliore aussi notre santé psychique. Et finalement, si chacun dans les rues avec des bacs à fleurs, les collectivités avec leur foncier, je sais que la ville de Marseille, par exemple, elle revégétalise les cours d'école ou son foncier. Si nous, particuliers, quand on a un petit bout de jardin, un balcon, on peut remettre de la végétalisation, enfin des végétaux en l'occurrence. Si les entreprises en font autant, si notre ville, elle devient, en plus d'être bleue, elle devient de plus en plus verte, on va améliorer notre condition de vie et on va permettre de restaurer... je pense vraiment à la chaleur, à des îlots de fraîcheur et de l'air pour respirer. Et si en plus on fait un peu plus la sieste et qu'on refroidit un peu moins nos maisons, voilà. Un peu plus la sieste. Aux heures chaudes l'été, je veux dire, oui, au lieu de mettre de la clim pour pouvoir fonctionner, si on s'adapte au rythme. Voilà, et c'est vrai que les climatiseurs, les centrales qu'on voit fleurir sur les fenêtres ou sur les balcons, oui. C'est vraiment pas très beau et ça fait mal au cœur. On sait que c'est du court terme et... Ouais. Exactement. Ça me fait penser, il y avait l'inauguration de la place Castellane et le démarrage des essais du tramway qui ont commencé lundi, et du coup je discutais avec Martine Vassal et Laure Agnès Karadec et je leur demandais pourquoi à la place Castellane il n'y a pas plus d'arbres. Martine Vassal m'a répondu, mais vous savez, dessous il y a un petit métro. Je lui dis, je sais qu'il y a un métro dessous, je sais aussi qu'il y a aussi l'émissaire. Je ne comprends pas quand même qu'on n'ait pas pu mettre des plantes en bac ou un peu plus de nature sur cette place qui reste quand même assez minéralisée, même si effectivement à la place c'était des palmiers qui ne faisaient pas d'ombre et qui n'apportaient pas grand-chose au niveau végétal. C'est vrai que d'avoir planté, je pense que ce sont des micocouliers. Je pensais qu'ils allaient mixer un peu les arbres, mais non, a priori c'est que des micocouliers. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Alors il va y avoir bien entendu pour faire de l'ombre les parasols des bars, c'est très bien, mais voilà, je regrette qu'il n'y ait pas plus de végétaux sur cette place. C'est vrai qu'ils ont planté un peu plus d'arbres, il y en a même à côté de la sortie du métro, tout ça. Mais ça manque encore de... Et c'est vrai qu'en urbanisme, quand on construit, on a des obligations à faire des places de parking, et presque il faudrait qu'on ait des obligations à planter. Et effectivement, on a des réseaux qui superposent, des métros, tout ça, mais c'est comment on réapprend justement à intégrer le vivant dont on a besoin pour vivre dans notre aménagement. C'est essentiel. Donc c'est un changement de philosophie, c'est clair. Ce qu'on appelle un changement de paradigme. Il faut changer de manière de voir les choses. Effectivement, on a la chance d'être une ville quand même qui est beaucoup de nature autour, nos calanques, etc. Donc, je voulais dire quelque chose sur les déchets. On en a parlé un peu avant notre émission. C'est vrai que moi, je suis sidéré de voir nos poubelles qui débordent, nos containers. Les gens ne font toujours pas le tri correctement. Enfin, je suis sidéré quand je vois des bouteilles en verre jetées dans les containers. Et on disait qu'on avait un rêve tous les deux, c'est effectivement qu'il y ait de moins en moins de déchets, que la ville soit de plus en plus propre, que les gens prennent conscience que lorsqu'ils jettent un mégot de cigarette ou un truc, ça se retrouve dans notre mer. Et que voilà, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin de notre émission. Donc du coup, Fanny et moi, on a à peu près les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes envies de faire changer et de faire agir tout le monde. Ouais, l'idée, c'était de se dire du coup concrètement comment chacun peut agir. Exactement, tout à fait. D'abord, où suivre et rejoindre ton association ou ton mouvement, comment te retrouver toi, comment on peut te joindre, comment on peut agir avec toi. Je pense que l'idée la plus simple pour me retrouver, c'est ma page LinkedIn. Aujourd'hui, c'est ce qui apparaît le plus clairement. Et puis là, je mets les dates des prochains événements. Donc, par exemple, je vais animer un atelier de la Forêt des Possibles le 30 avril, un autre des 2030 Glorieuses le 6 mai. Et puis, une formation aussi sur comment justement prendre soin en entreprise avec Culture Permanente, qui est l'association permanente locale. Donc ça, début juin. Donc voilà, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur ma page LinkedIn. Donc, ton nom, Fanny Morel. Fanny Morel, voilà. On recherche, on trouve tout voilà. ça. Et puis après, les sites internet de tout ce que j'ai évoqué, les 2030 Glorieuses, Culture Permanente, la Forêt des Possibles et la Convention des entreprises pour le climat. J'ai fait 2030 Glorieuses, c'est un moment extrêmement enrichissant et très motivant très avec Arthur. Exactement. Ah oui, c'est un gars extraordinaire.
quelle serait ta note inspirante? Quel est le message qui donnerait envie aux auditrices et auditeurs de s'engager? Moi, mon moteur pour m'engager, c'est vraiment les conditions de vie de mes enfants qui continuent à, je dis pas vivre avec une forme d'insouciance, je sais pas si on peut encore être insouciant aujourd'hui, mais voilà, qu'au moins ils vivent dans des conditions qui soient sereines, et mes enfants et tous les enfants de la planète. Donc je crois que ma motivation profonde, c'est celle-là. Et quand tu donnais l'exemple du colibri, c'est agir, et chacun à son échelle, faire un petit quelque chose, par exemple, arrêter les bouteilles d'eau en plastique qui sont juste jetables. Si on pense au parcours qu'a suivi cette bouteille de plastique pour arriver, alors qu'on va l'acheter au bout de 10 minutes d'utilisation, chacun s'offrir une petite gourde, tout simplement. Des petits gestes comme ça, déjà, pour consommer moins et remplir moins nos poubelles. Ça serait déjà, avant de les vider, c'est déjà éviter de les remplir, ça serait pas mal. Et puis après, s'engager dans du collectif, parce que dans le vivant, ceux qui survivent, c'est ceux qui coopèrent. Donc de toute façon, à Marseille, il y a pléthore d'associations qui agissent, que ce soit pour favoriser les relations sociales ou en engagement environnemental, et l'un étant aussi important que l'autre. Et du coup, s'engager dans des associations, celles pour lesquelles on a l'élan, avec lesquelles on a la fibre. Voilà, il y a forcément un moment où on a envie de faire avec des gens parce qu'on sent qu'on est touché. Et c'est qu'on est au bon endroit, qu'on soit aspiré par ces associations et qu'on y aille. Tu me donnes une introduction à la prochaine émission que je ferai la semaine prochaine, c'est avec la Cité des Transitions, justement qui rassemble plusieurs associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc Culture Permanente. Dont effectivement, Culture Permanente et d'autres, sur la santé aussi, enfin il y a pas mal de choses, mais on en reparlera la semaine prochaine. Mais tu m'as cité une citation là, que j'espère que tu allais me redire. La citation de Mark Twain. La citation, c'est « Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait ». Voilà. Exactement. Ils ne savaient pas que c'était possible, mais alors ils l'ont fait et ils l'ont réussi. Et c'est ce que je vous souhaite. Fanny, écoute, je te remercie. Moi qui croyais connaître beaucoup de choses et de mouvements, avec toi, j'en ai découvert certains. Je connaissais Culture Permanente, je ne connaissais pas le CEC, je connaissais pas... Enfin bon. Donc du coup, tu as éveillé ma curiosité et j'espère aller plus loin. Et j'espère vous aussi que vous vous engagerez, que vous suivrez cet exemple. Je vais garder la citation de Mark Twain, donc ils ne savaient pas que c'était possible, et alors ils l'ont fait. Ça pourrait même servir de sous-titre à mon émission. Super. Je vous souhaite une bonne journée, comme on est à la veille bientôt des fêtes de Pessah, je vous souhaite tous et à toutes Chag Sameach Pessah, de bonnes fêtes de Pâques, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec la Cité des Transitions. À très bientôt. C'était Pour le climat, agir ici et maintenant, présenté par Sam Cohen.